Profite quand même pour te présenter, Sophie, et puis tu pourras développer un peu plus. Mais donc, tu es de formation ingénieur chimiste. Oui, c'est Donc tout ça, toutes ces histoires de perturbateurs endocriniens, de molécules chimiques, tu maîtrises. Et par ailleurs, donc tu as développé une passion, je dirais, autour de tout ce qui est les cosmétiques fait maison. oui. Ouais, Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Aromatica. c'est Et tu ça. es aussi l'auteur de 3 livres, donc de trois Oui, livres sur les cosmétiques, sur faire ses savons soi-même, les qui ont savons. été édités aux éditions Marie-Claire. Tout à fait. Ouais. Voilà. 3 livres, il y en a un Ah, quatrième. ah oui, d'accord. Ouais, qui est en préparation là. On Et est en donc, plein dedans. il y en a un sur les savons Donc, voilà, le premier que j'ai sorti, c'était sur la saponification à froid, c'est-à-dire comment faire ses savons fait maison. Mhm. Parce que c'est vraiment un truc qui me passionne, hein. Moi, à la base, la chimie, etc., je faisais beaucoup de savon quand j'étais plus jeune. Et donc, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Donc, c'est comme ça que Marie-Claire a pris contact avec moi. C'est parce que j'avais un blog sur la savonnerie. Et donc, ils étaient curieux de pouvoir faire partager ça éventuellement à ses lecteurs. Donc, on s'est connus comme ça. Et puis, ça s'est super bien passé. Le bouquin a suscité pas mal d'enthousiasme, hein, de la part du public. Donc, derrière, ils m'ont demandé si je pouvais écrire un bouquin sur la cosmétique fait maison à base d'eau florale et d'huile végétale. D'accord. Chose que j'ai fait de suite, hein, parce que moi, ça m'emballe également. Ça fait un petit peu partie de ma formation de base, mais c'est aussi une vraie passion pour moi. Et derrière, on a enchaîné sur les cosmétiques solides qui permettent de réaliser super facilement des cosmétiques qui sont moins sensibles à la contamination bactériologique, etc. Et puis, qui sont dans l'air du temps, puisque c'est du zéro déchet. Voilà. Voilà. Shampoing solide, dentifrice solide. Solide, crème aussi cosmétique pour le visage, solide, D'accord. Ah oui. démaquillant solide, tout ce qui peut être solide. On a même développé dans le bouquin des sticks pour les douleurs qu'on peut avoir, des sticks pour la cellulite. Enfin, on a vraiment un panel assez exhaustif de produits qu'on peut faire en solide. On a décliné de la version standard à la version solide, voilà, et qui peuvent être réalisées facilement chez soi. Et du coup, sur ce bel élan, on a décidé de faire un bouquin sur les masques pour le visage et les masques pour les cheveux, qui va sortir donc début d'année prochaine et qui va permettre de réaliser avec des fois juste des choses qu'on a dans la cuisine, un petit peu d'argile peut-être en plus, mais avec des fruits frais, des légumes frais, des masques pour le visage, des masques cosmétiques 100% bio, quoi. Non, c'est très intéressant. Moi, ça fait des années que les shampoings solides, j'adore. Là, il y en a un que j'ai, il me fait des cheveux, mais doux, mais c'est un truc un truc de malade. Et puis le dentifrice solide, alors voilà, ça aussi j'adore. Et donc, mes enfants ont encore du mal, mais j'essaye de les motiver. Ouais. Mais C'est pas pour ça d'un produit qu'on a l'habitude d'utiliser depuis toujours sous une certaine forme vers une autre forme. Mais par contre, ouais, je trouve que les dentifrices, ça s'y prête bien. Et puis, c'est agréable en plus, même pour transporter, c'est plus, enfin, moi, j'ai adopté ça. Après, c'est vrai qu'avec mes filles, c'est plus compliqué. Mais les doigts ne savent pas encore bien faire, mais on s'y mettre, je pense. Ce qu'on peut peut-être rappeler, alors je pense que les gens qui sont là, ils sont quand même un peu informés, mais quand on achète par exemple du dentifrice dans un tube en plastique, on achète beaucoup de plastique, beaucoup de vide dans le tube en plastique, beaucoup d'eau et pas beaucoup en fait d'éléments vraiment, enfin je sais pas, c'est pas l'experte, mais la base qui sert vraiment à te laver les dents et pour les cheveux c'est pareil. Exactement. Et c'est tout l'intérêt du cosmétique solide, hein, quel qu'il soit, c'est qu'on a vraiment 100% de produits actifs. Alors que quand on achète un gel douche standard ou comme tu disais un dentifrice classique, on a 80% d'eau à l'intérieur, qui est une perte à la fois d'éléments actifs mais aussi d'argent parce qu'on achète 3/4 des trucs qui servent à rien, quoi. Et puis il y a ce problème d'emballage qui se pose aussi, beaucoup de plastique, beaucoup de déchets et pour pas grand chose finalement. Parce que on peut avoir aussi bien en version solide et puis ça dure bien plus longtemps. Et effectivement, moi j'utilise mes shampoings solides depuis allez, on va dire 10 ans
j'avais beaucoup de problèmes de perte de cheveux quand j'étais plus jeune, notamment à cause de problèmes hormonaux, etc. Et ben, j'ai remarqué que de supprimer les silicones dans mes produits d'hygiène capillaire, ça a débloqué un truc et je perds beaucoup moins mes cheveux maintenant. C'était vraiment lié. Bon, bah c'est super, c'est une belle introduction. Donc, on peut juste te rappeler qu'il va y avoir deux parties dans ce que tu vas nous présenter. Une partie plus technique sur voilà, les perturbateurs endocriniens, les cosmétiques. Et puis après, une partie pratique. Et là, ce qui avait été choisi par les gens sur Instagram, c'est de faire un baume à lèvres. Alors moi, je ne me maquille pas, mais je me mets du baume sur les lèvres, du baume de la marque Velleda, tu sais, à base de cire d'abeille et tout ça. Je l'adore celui-là. Donc là, je vais... C'est jamais simple finalement, je trouve, quand on... Je regarde. Parce que j'ai regardé juste avant, justement, j'ai fait un petit tour des principaux baumes à lèvres qu'on peut trouver autant dans les magasins bio que dans les magasins type supermarché. Et j'ai fait une petite liste de ceux qui posaient vraiment beaucoup de problèmes, ça va. T'es pas dedans. Heureusement, parce que je ne mets pas beaucoup d'embellissement, mais alors si le seul embellissement qui me convient, il n'était pas bon, j'aurais été très triste. Choisis ça. Bon, bah, et je rappelle juste que les personnes peuvent poser des questions par écrit. Donc là, on va laisser Sophie présenter. Et puis, si vous avez des questions, bah, écrivez-les. Et je les lirai ensuite à Sophie. C'est gentil. Je te laisse la parole, Sophie. Bon. Bah, bonjour à tous. Un rebonjour, du coup. Donc, moi, je viens ici pour vous parler, dans un premier temps, des cosmétiques et donc de ce qu'il y a dans les cosmétiques qui peuvent poser problème à la longue. Parce que je pense que si vous êtes ici dans cette semaine de sensibilisation à l'infertilité, c'est que vous êtes peut-être en parcours PMA. Et bien sûr, ce qu'on veut quand on est en parcours PMA, c'est vraiment optimiser ses chances de réussite. On veut optimiser sa FIV parce que c'est pas quelque chose de facile et qu'on a envie vraiment de multiplier. Donc, on veut vraiment mettre tous les éléments de notre côté pour que ça fonctionne. Sauf que, je vois qu'il y a des questions. Je te laisse faire, Virginie, pour les questions. Bref, il y a des études donc qui ont démontré il y a beaucoup d'effets néfastes de certains produits sur la fertilité. Voilà, il y a beaucoup de substances qui ont dans la composition de certains cosmétiques qui posent problème. Et ces substances, on va dire que 98% de ces substances qui posent problème, ce sont les perturbateurs endocriniens qui sont souvent utilisés comme conservateur dans les formules, des produits qu'on utilise. Donc, ces perturbateurs endocriniens, ils agissent sur le système endocrinien, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur les organes qui produisent des hormones corporelles. Or, quand on veut concevoir un enfant, et même avant d'ailleurs, il est important de mettre tout en œuvre pour protéger les hormones qui jouent ou qui joueront un rôle primordial dans le processus de conception, puis dans la grossesse. Donc, il faut vraiment éviter toutes ces substances qui sont reconnues officiellement par des études pour être dangereuses pour le système reproducteur, et d'autant plus quand on est en PMA. Donc, il faut vraiment essayer d'éviter au maximum tout ce qui est perturbateur endocrinien dans sa consommation au quotidien, que ce soit cosmétique ou consommation quotidienne, cuisine, produits d'entretien de la maison, etc. Donc, ces perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques qu'on va retrouver dans quasiment, malheureusement, tous les objets qu'on utilise au quotidien. C'est-à-dire qu'on va en retrouver dans les bouteilles d'eau en plastique, mais on va en retrouver aussi dans les emballages des jouets des enfants, dans les produits ménagers, beaucoup, dans les lessives, dans les nettoyants, et puis dans, bien sûr, les produits de beauté. Essentiellement dans les parfums. Il y en a beaucoup dans les parfums. Alors, pas seulement les parfums qu'on se vaporise, mais aussi les parfums des produits qu'on utilise, des crèmes, les parfums des shampoings, les parfums des gels douche, voilà. Et puis, il y en a dans la formule même d'une crème cosmétique ou dans la formule des produits de maquillage qu'on utilise. Voilà. Et là où c'est un petit peu pernicieux, c'est qu'ils sont présents en petite quantité. Donc, ils sont toujours plus ou moins autorisés par la loi. Mais ils sont omniprésents. Et ça, voilà, c'est le danger, c'est qu'il y en a de partout. Ils sont là un tout petit peu, donc autorisés, mais il y en a de partout. Donc, il y en a de toutes sortes. C'est très, très compliqué également pour les scientifiques de faire une liste exhaustive de tous les perturbateurs endocriniens qui existent, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, sous plein de formes
Et donc, les études aujourd'hui sont toujours en cours. Par contre, on a établi formellement le danger pour la santé de ces perturbateurs endocriniens, ou du moins de ceux qu'on a réussi à ce jour à identifier. Voilà. Donc, rassurons-nous quand même, on en a identifié déjà un certain nombre, mais la dangerosité de ceux qui ont été identifiés ont été prouvés pour la santé, et en particulier pour la fertilité. Parce que même s'ils sont présents en faible quantité dans les produits qu'on va utiliser, et on en parlait avec Virginie juste avant, c'est l'effet cocktail qui est préoccupant. C'est-à-dire qu'on en a un peu de partout, sous plein de formes. Et donc, quand on va se laver les dents avec un dentifrice ou avec un gel douche, ou qu'on va mettre sa crème de jour, sa bébé crème, son fond de teint, son parfum, on va avoir une combinaison d'infimes pourcentage de perturbateurs endocriniens qui va avoir un effet cocktail détonnant. Parce que c'est quand ils vont être présents en même temps que leur effet néfaste va être décuplé. Et c'est ce qui rend aussi un petit peu leur étude difficile. C'est-à-dire qu'il y a un perturbateur endocrinien à faible dose qui va être complètement inoffensif. Mais si on le mélange avec un autre perturbateur endocrinien, un certain type, eh bien, en fait, les deux quantités infimes qui vont être inoffensives l'une isolée de l'autre vont avoir un effet vraiment hyper problématique quand elles vont être mises en présence, toutes les deux. Donc, c'est cet effet cocktail qui les rend très difficiles à identifier, très difficiles à quantifier, et aussi dangereux pour la fertilité et pour la santé. C'est cette complication d'identification et de compréhension du fonctionnement. Donc, le meilleur moyen pour essayer de s'épargner ce genre de soucis, eh bien, c'est d'être sélectif sur les produits qu'on va utiliser et d'éviter absolument les perturbateurs endocriniens au quotidien, surtout quand on est en parcours de PMA et de façon générale pour la santé. Voilà. Donc, ces perturbateurs endocriniens, il y en a deux notamment qui sont présents de façon très importante dans les produits qu'on va utiliser quotidiennement et qui sont extrêmement dangereux pour la fertilité. L'avantage, c'est qu'ils sont facilement identifiables. C'est le bisphénol A et les phtalates. Voilà. Le bisphénol A et les phtalates sont les deux perturbateurs endocriniens identifiés comme étant vraiment néfastes sur la qualité des ovocytes. Donc, néfastes pour la reproduction. Bon, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les principaux et ceux qu'on retrouve le plus souvent. Donc, le bisphénol A et les phtalates. Alors, ces deux produits-là, ils vont interférer avec la qualité des œstrogènes. Alors, les œstrogènes, ce sont les hormones qui régulent le cycle menstruel des femmes cis. Donc, ils vont interférer avec le processus d'élaboration de l'œstrogène et donc la qualité de l'œstrogène au final, mais ils vont également interférer avec le processus de création, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de la testostérone, et également avoir un impact sur l'hormone thyroïdienne. Par exemple, j'ai vu qu'en 98, il y a eu une étude qui a prouvé l'augmentation de chromosomes anormaux dans les ovocytes de souris quand elles sont exposées au bisphénol A. C'est-à-dire que, parallèlement pour les humains, des études ont démontré que les femmes qui font des FIV, des fécondations in vitro, avaient moins d'embryons transférables quand elles ont des taux élevés de bisphénol A dans leur corps. Et en plus, le bisphénol A, il aurait aussi des liens avec les difficultés d'implantation d'embryons, parce qu'il augmenterait les anomalies chromosomiques et donc les risques de fausses couches. Parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les 3/4 des fausses couches qu'on peut avoir, elles sont dues aussi à des anomalies chromosomiques et donc une élimination naturelle de l'embryon par le corps. Voilà. Et le bisphénol A, apparemment, agirait aussi, alors ça, ce sont des études qui sont toujours en cours, mais il agirait aussi sur le système immunitaire et donc il rendrait plus sensible la femme aux fausses couches également. Donc, ça, c'est pour le bisphénol A. Donc, c'est vraiment le truc à éviter complètement. Et le deuxième perturbateur endocrinien vraiment incriminé dans la fertilité, ce sont les phtalates. Parce que eux, ils vont impacter le développement des ovocytes en causant du stress oxydatif. Alors, le stress oxydatif, c'est pas du stress comme on peut avoir nous quand on est stressé, c'est la qualité de l'enveloppe de la cellule. Donc, ils vont avoir un impact sur la qualité de cette enveloppe et donc perturber comme ça le développement de l'ovocyte
et du coup impacter sur le protocole de FIV qui sera en cours. Et les phtalates augmenteraient également, je vérifie, ouais, mais je crois que c'est bien ça. Les phtalates, ils augmenteraient également, il y a des études en cours qui prouvent qu'ils augmenteraient les risques d'endométriose. Et il y a aussi des liens qui ont été prouvés entre les phtalates et les fausses couches. Donc ça, c'est vraiment le deuxième perturbateur endocrinien à essayer d'éviter à tout prix quand on est en parcours PMA et de façon générale pour la santé. Donc comment, à la lumière de ces bonnes nouvelles, comment est-ce qu'on peut se protéger de tout ça à notre niveau quand on est en parcours de PMA? Eh bien, il faut tout simplement essayer d'adopter des gestes simples, heureusement, pour limiter les risques d'exposition à ces deux perturbateurs endocriniens-là. Déjà, il faut limiter à tout prix l'exposition au plastique, les bouteilles d'eau, mais également les boîtes alimentaires type Tupperware de moins bonne qualité. Il faut limiter absolument cette utilisation-là et privilégier les contenants en verre, en inox, mais tout sauf le plastique. Deuxièmement, dans la mesure du possible, il faut essayer de privilégier les produits frais, bio, et les produits locaux, parce que on sait qu'ils sont moins exposés à ce genre de contaminants. Bien sûr, les produits d'entretien, il faut que vous soyez assez critique sur l'achat du produit d'entretien, essayer de privilégier les produits éco-responsables ou d'origine naturelle et biologique. Et puis, de la même façon, pour les cosmétiques, essayez de les choisir certifiés bio et éco-responsables. Voilà. Si vous savez pas trop, essayez de regarder la composition. Vous allez toujours vers les compositions qui sont les plus simples et où il y a le moins de substances de synthèse possible, les non compliquées. Voilà. Faites également attention au greenwashing. Alors, le greenwashing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont en général les grandes marques qui vont mettre en avant un actif naturel sur une bouteille, alors que cet actif va représenter peut-être 0,01% de la composition. Donc, vous allez acheter ça en vous disant, l'emballage est sympa, donc ça doit être quelque chose de bio, de naturel, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est du greenwashing, c'est que la composition, elle est pas super clean et qui mettent en avant peut-être un infime pourcentage de produits naturels qu'ils vont avoir utilisés. Voilà. Si vous êtes un peu perdu, je sais qu'il y a beaucoup maintenant d'applications sur les smartphones qui permettent de vérifier la qualité des produits que vous utilisez. Vous scannez le code barre avec l'application et il va vous sortir tous les produits qui peuvent poser problème. Donc ça, c'est pratique. Si vous savez pas trop, hop, on scanne le produit parce que des fois, je sais chez L'Oréal, par exemple, dans leur fond de teint ou dans leurs anti-cernes, il faut enlever 3 couches avant d'arriver au détail de la composition. Donc c'est super compliqué. C'est écrit en tout petit. Donc paf, avec l'application scan, c'est beaucoup plus simple. Donc ça peut vous aider. Voilà. Et puis soyez critiques sur ce que vous achetez. Alors, je sais que c'est pas toujours facile. On va souvent plus simple, mais essayez quand même, comme je vous disais, pour éviter tout problème, essayez quand même d'aller là où il y a les compositions les plus simples. Voilà, les plus simples. Là où il y a le moins de produits. Si vous voyez beaucoup de noms techniques un peu latins, compliqués s'accumuler, c'est que c'est jamais bon signe. Voilà, donc on peut faire ça comme ça. Bon. Et puis après, notamment dans les baumes à lèvres, on en parlait tout à l'heure avec Virginie qui disait qu'elle utilisait un baume à lèvres particulier. Les baumes à lèvres, ils ont été épinglés il n'y a pas longtemps par l'UFC Que Choisir. Enfin, il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a déjà 1 an ou 2 quand même, qui a épinglé plusieurs grandes marques de baumes à lèvres comme étant potentiellement dangereux. Et d'autant plus que le baume à lèvres, il s'étale sur la bouche, on a plus tendance à l'ingérer. Donc, l'UFC Que Choisir a relevé que beaucoup de baumes à lèvres de grandes marques qu'ils ont étudiées contenaient du BHT. Le BHT, c'est un conservateur très utilisé en cosmétique, mais c'est également un perturbateur endocrinien qui a été mis en avant par les associations comment dire, on a mis la sonnette d'alarme sur le BHT de nombreuses fois. Pour autant, il est autorisé parce que, comme je le disais précédemment, utilisé en petite quantité, ça passe. Mais cumulé avec le reste, c'est pas très bon. Donc, tout ce qui contient du BHT dans les baumes à lèvres, UFC Que Choisir a dit attention. Et ils contiennent également des substances nocives à l'ingestion, comme des jus minérales.
Nous, dans le baume à lèvres qu'on va réaliser, on va utiliser des cires végétales, des huiles végétales, mais pas des huiles minérales. Les huiles minérales, elles ont ce problème de s'accumuler dans l'organisme et d'être non assimilables, donc pas facilement non plus et éliminées par l'organisme. Et l'effet d'accumulation pose problème. Voilà. Et il y a quelques baumes à lèvres également dans lesquels il y avait des substances toxiques cancérogènes qui s'accumulent dans le foie et dans les ganglions lymphatiques. Et ça, l'UFC Que Choisir a vraiment mis 2 marques notamment qui contenaient ces substances toxiques. Donc, j'ai pas envie de vous faire peur, mais par exemple, dans un baume à lèvres macadamia de chez Yves Rocher, il y avait une substance potentiellement cancérogène. Chez Garnier, Trésor de miel, ça posait problème. Dans les labellos qui sont quand même les baumes à lèvres qu'on utilise le plus couramment, l'Original Classic Care contient du BHT et des perturbateurs endocriniens reconnus. Aven, pourtant une marque de parapharmacie qui passe pour être une marque assez clean, et ben dans un cold cream baume à lèvres, il y a des perturbateurs endocriniens. Et le baume nutrition du Petit Marseillais, alors là on a un exemple type de greenwashing, le Petit Marseillais met toujours en avant des ingrédients verts, etc. Et il s'avère que dans son baume nutrition, il n'y a pas que des choses bien clean. Et curieusement, le top 3 des meilleurs baumes à lèvres avec la composition la plus clean, on retrouve en tête de file le Cyan, le Lip Balm de chez Lidl. C'est le numéro 1. C'est la composition la plus clean. Comme quoi, les produits bon marché, parfois, sont aussi des bons produits avec des bonnes formules. En 2, on trouvait Caudalie, donc encore une marque de parapharmacie, mais une bonne marque. Le soin des lèvres Caudalie, il est très bien. Et Melvita, le stick à lèvres. Après, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes prix que le Cyan de chez Lidl. Mais voilà, ces 3 baumes à lèvres-là étaient classés comme composition correcte et safe, quoi. Voilà. Mais là, celui qu'on va faire, vous allez voir, c'est super simple à réaliser. Et là, au moins, il n'y a pas de problème de conservateur, de perturbateur. C'est ce qu'il y a de plus clean. Juste tout à l'heure, tu parlais justement des conservateurs. Ouais. Et je me suis demandé si il y avait plus de conservateurs dans ce qui était liquide, donc les crèmes ou les gels, et moins dans ce qui était solide. Ouais, c'est ça? Exactement. En fait, l'avantage du produit cosmétique solide, c'est que on va pas avoir de présence d'eau dans la composition. Et l'eau, c'est ce qui fait que les bactéries se développent. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'eau, on n'a pas de risque de contamination bactériologique. Donc, on a moins besoin d'utiliser des conservateurs qui posent problème. Un baume solide, mis à part des produits de conservation pour éviter que les huiles ou les cires ne rancissent trop vite, pour autant qu'on utilise des cires ou des huiles au potentiel oxydatif, on ne va pas avoir besoin d'utiliser des conservateurs problématiques. Et c'est ça l'avantage aussi du produit solide et du cosmétique solide, c'est que le conservateur va être quasiment inutile, quoi. On peut garder plus longtemps un cosmétique solide sans avoir besoin d'utiliser tous ces produits antibactériens puisqu'il n'y a pas de contamination bactériologique vu qu'il n'y a pas d'eau dans la composition. Tout à fait. D'accord. Alors, il y a une personne qui parlait de Velleda. Ah. Est-ce que c'est une bonne marque en termes de composition? En fait, ça dépend du produit. Il n'y a pas de marque affichée comme problématique ou non problématique. C'est vraiment par produit qu'il faut être sélectif. Il n'y a pas une marque moins bonne qu'une autre. C'est la composition d'un produit en particulier qui va être meilleure que la composition d'un autre produit. Alors, Velleda, ils ont des produits très, très bien, très, très clean. Moi, je sais que pour les soins capillaires, ils ont des produits qui sont vraiment très, très bien faits. Après, il faut voir tout ce qui est autres cosmétiques, les compositions vraiment particulières de chacun des produits. Il n'y a pas de marque à épingler ou à afficher. Parce que comme vous voyez, il y a des produits Lidl qui sont super, comme il y a d'autres produits Lidl, les dentifrices, machin, ça va être peut-être moins bon. C'est vraiment par produit, pas par marque. Il faut être sélectif. Et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'on peut pas du coup bannir une marque définitivement. Parce que, vous voyez, il y a plein de trucs Aven, des produits Aven qui sont super, notamment les crèmes pour le corps. Et là, la cold cream pour les lèvres, elle est classée comme pas bonne, quoi. Ils ont mis des conservateurs à l'intérieur qui posent problème. Alors que sur d'autres produits, comme des crèmes pour le corps, ils vont être très bons.
ou comme par exemple des produits de protection solaire. Ils vont être très bons. Mais sur le baume à lèvres, ils sont pas super. Donc c'est vraiment compliqué de parler d'une marque en particulier. C'est vraiment sur un produit qu'il faut vérifier la composition particulière de ce produit-là. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si les produits végans auraient une composition plus saine. Alors, les produits végans, pas forcément. En fait, ce qui caractérise le produit végan, c'est qu'on ne va pas avoir de cire animale ou de produits issus du monde animal. Pas de miel, pas d'œuf. Voilà. Mais c'est pas le miel ni l'œuf qui fait le problème. En fait, quand le miel, c'est un produit, y a pas mieux, en fait, cosmétiquement parlant, que du miel. La durée, elle est infinie. Il n'y a pas de date de péremption pour du miel. Le côté antibactérien, il est super. Donc, c'est pas ça qui va faire que le produit va être meilleur. C'est vraiment la composition. Un produit végan, il peut être tout à fait réalisé sous forme d'émulsion entre une huile minérale, parce que l'huile minérale, elle reste végane, et une eau florale. Et pour autant, l'huile minérale, elle va poser problème. Vous voyez, il n'y aura pas de miel ni de produit animal à l'intérieur, mais ça reste quand même un produit dans lequel on va devoir utiliser des conservateurs problématiques. C'est pas malheureusement le label vegan qui fait la sécurité du produit. D'accord. Et là, justement, vu que tu parles de ça, il n'y a pas de marque ou de produit qui s'est lancé justement sur on vous garantit que dans nos produits, tout est safe. En fait, c'est tout le problème du label vegan maintenant. C'est que les marques, elles se lancent, elles mettent du label vegan pour tout et n'importe quoi. En général, vegan, ça va avec une certaine philosophie de vie. C'est-à-dire que quand on a un produit vegan, on veut avoir un produit qui est aussi safe pour l'environnement, qui va être sélectif sur le choix des matières premières. Maintenant, il y a des marques qui font le greenwashing et qui sont pas du tout attentifs à ça et qui vont te mettre vegan sur une étiquette juste parce qu'il n'y a pas de produit animal, alors qu'en fait, ils vont utiliser une huile minérale qui va poser des gros problèmes environnementaux, tant pour la synthèse de cette huile minérale que derrière le rejet quand on va se laver la figure ou quand on va l'utiliser. Voilà, ça va poser des problèmes pour les organismes aquatiques. Et ils vont mettre quand même le label vegan dessus. Donc, moi, je pense qu'il faut Alors, là où on peut vraiment avoir confiance, c'est sur les produits éco-responsables labellisés bio. Enfin, les produits bio labellisés, ouais. Là, on peut avoir confiance parce que ce sont des contrôles qui auront été faits à chaque étape, tant aux matières premières qu'à la façon de réaliser le produit, l'impact carbone que peut avoir la fabrication de ce produit, etc. Donc, ces labels éco-responsables sont une garantie qu'on va avoir un produit plus safe pour soi-même et en même temps meilleur pour l'environnement dans sa façon d'être réalisé. D'accord. Juste, tu parles beaucoup de... Alors, on essaye de les rendre de plus en plus accessibles aujourd'hui qu'on connaît tous les problèmes qu'il peut y avoir avec les perturbateurs endocriniens, etc. Mais ça reste quand même assez... c'est une niche. Hein. Et puis, ils sont plus chers. Et puis, voilà. Donc, c'est beaucoup moins accessible. Juste, tu parles beaucoup d'huile minérale. Mais ouais. C'est quoi? Enfin, je vois bien, il y aurait l'huile d'olive d'un côté ou l'huile de colza. Mais une huile minérale, c'est quoi alors? Alors, c'est tout ce qui est dérivé du pétrole, c'est tout ce qui est paraffine. Voilà, tout ce qui est paraffine et dérivé du pétrole. Alors, cette huile minérale, elle est grandement utilisée dans l'industrie cosmétique parce qu'elle est pas chère du tout. Ça coûte quasiment rien du tout à un fabricant d'utiliser de l'huile minérale. C'est ce qu'il y a de moins cher. Et en même temps, c'est très efficace parce que ça a un effet occlusif sur la peau qui permet d'hydrater la peau. Hydrater entre guillemets, c'est-à-dire que votre peau elle va être hydratée parce que l'eau contenue dans votre peau ne va pas s'évaporer du fait de cette couche occlusive. Vous allez garder l'humidité de la peau à l'intérieur. Donc ils vont te dire que c'est un produit hydratant. Alors qu'en fait ça va avoir aucun impact nutritif ni aucun gain pour la peau en elle-même puisque c'est pas assimilable par l'organisme. Ça va juste avoir un effet occlusif hydratant. Mais cet élément fait que ça devient pour les grands fabricants de cosmétiques un élément
très intéressant parce qu'il va hydrater et parce qu'il va être pas cher. Sauf que si pour la peau en elle-même, il n'y a pas trop de problèmes, sauf cet effet occlusif qui peut parfois entraîner des boutons, des comédons, des choses comme ça, mais ça pose pas plus de problèmes que ça. On n'a jamais réussi à prouver vraiment que l'huile de paraffine ou les huiles minérales de façon générale, sauf si elles sont ingérées, mais on n'a jamais réussi à prouver vraiment que ça avait un impact sur l'organisme. Là où ça pose un problème, c'est écologiquement parlant. C'est-à-dire que leur synthèse nécessite l'emploi de produits très toxiques pour l'environnement, demande aussi une grande quantité d'énergie pour leur extraction, et puis leur élimination dans l'environnement, quand vous vous lavez la figure, quand vous prenez votre douche, ça pose un problème aussi pour les organismes aquatiques parce que ce sont des molécules qui ne sont pas biodégradables et donc qui vont s'accumuler dans les océans et par effet boomerang, on va les retrouver dans les poissons, voilà, et puis ça va avoir un vrai souci sur l'environnement. L'impact écologique, il est énorme. Donc c'est là vraiment que les huiles minérales vont poser problème. Là où les huiles végétales vont être également éliminées, vont aussi avoir un petit effet d'accumulation dans l'environnement marin, aquatique, mais dans une moindre mesure quand même. Et puis la synthèse n'est pas la même, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon. On ne demande pas, il faut pas des produits chimiques agressifs ou toxiques pour l'environnement pour extirper d'une noix de ricin, l'huile de ricin par exemple. Contrairement à l'huile minérale qui va être synthétisée du pétrole. Alors, je ne sais pas combien de temps tu avais dédié pour la réalisation du baume à lèvres, parce que là, il y a encore 2 questions. Alors, vas-y, pour les questions. Alors là, il y a quelqu'un qui se fait des teintures de cheveux et qui utilise Olia de Garnier et qui ne peut pas s'en passer. Et on lui a dit que dans les teintures, il y avait du résorcinol qui agit comme perturbateur endocrinien. Donc, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire là-dessus, voire des conseils? Alors moi, je suis un peu mal parce que c'est vrai que je me fais beaucoup de couleurs aussi. Ça, c'est depuis que je suis toute jeune. Et malheureusement, je sais que dans la couleur de cheveux, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Effectivement, il y a beaucoup de produits qui sont pas très, très, très bons. Alors, ce qu'on peut faire, si on a une couleur de cheveux, si on se fait des couleurs pas trop originales, hein, avec des reflets juste bruns ou des reflets noirs ou des reflets roux, mais pas rouges comme moi. Par exemple, on peut vraiment s'orienter vers les colorations végétales qui marchent très bien, à base de henné, de garance, de roux de noix. Il y a plein de matières végétales comme ça qui permettent de teindre les cheveux de façon plus sécure. Après, bon, c'est comme tout, c'est un choix. Hein. Je veux dire, on ne va pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens de partout. Parce que dans ces cas-là, on ne fait vraiment plus rien. Même dans les habits neufs, quand vous achetez un habit neuf, il y a du perturbateur endocrinien, il y a du plastique qui va dans l'air que vous respirez et puis qui va s'accumuler dans les poumons. Donc après, on ne peut pas se passer de tout. Donc, il faut juste essayer de faire un choix, de voir ce qui vous fait plaisir, parce qu'il faut quand même que ça reste un plaisir et qu'on se déculpabilise quand même. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez faire? Si ce que vous aimez, c'est vous faire des teintures de cheveux, faites des teintures de cheveux. Mais derrière, essayez peut-être d'être un peu plus sélectif sur la crème de jour que vous allez utiliser, ou le fond de teint, ou le vernis à ongles, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de perturbateurs endocriniens dans les vernis à ongles aussi. Voilà, essayez de vous faire plaisir quand même. Déculpabilisez-vous. Il ne faut pas non plus psychoter sur les compositions. Voilà. S'il y a un produit qui vous plaît, que vous utilisez depuis des années et qui vous réussit bien, continuez à l'utiliser. Et puis derrière, essayez de faire attention sur d'autres petites choses pour compenser. Mais voilà. Et si vous le pouvez, par contre, si c'est juste un reflet noir ou un reflet brun ou un reflet roux, essayez peut-être de vous tourner vers le henné conjugué à d'autres plantes colorantes qui ont aussi des super effets colorants pour les cheveux, qui sont 100% naturels et qui marchent bien. Après, il faut le faire un peu plus souvent, toutes les 3 semaines. Mais ça marche vraiment bien. C'est pas plus difficile à mettre en œuvre qu'une couleur de cheveux quand on l'a fait à la maison. Mais voilà, on ne peut pas avoir tout le panel de coloration qu'on a malheureusement avec les produits de grande consommation.
Alors, on fait un petit détour par les produits ménagers. Donc ça, c'est quelqu'un qui avait posé la question tout à l'heure en disant, elle parle des produits ménagers H2O, at home. Et sinon, elle utilise l'eau, le vinaigre et le citron, qui sont Bien. très efficaces. Ouais, très bien. Alors, H2O at Home, je crois que c'est une vente pas par correspondance. Je crois que ce sont les gens qui viennent chez vous pour vendre ces produits-là. Je les connais pas trop. Je sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, donc je peux pas dire si c'est safe ou pas. Il faudrait vraiment voir les compositions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, produit par produit, parce qu'on ne peut pas juger une marque dans son ensemble comme ça. Il y a une marque qui peut avoir un produit super et un autre produit très mauvais. Il faut vraiment voir produit par produit. Après, c'est vrai que le ménage, si vous utilisez vinaigre blanc, bicarbonate, jus de citron, etc., c'est super. Faites attention quand même aux huiles essentielles, parce que comme ce sont des produits qui sentent pas, je vois, il y a beaucoup de gens qui font leur propre lessive maintenant et qui mettent plein d'huiles essentielles pour que ça sente bon. Faites attention parce que les personnes très sensibles sont facilement sensibilisées par les huiles essentielles. Il y en a beaucoup sur lesquelles il faut être assez prudent parce qu'elles sont sensibilisantes, allergènes, allergisantes. Voilà, donc il faut faire attention avec les huiles essentielles. Mais sinon, ouais, si on peut laver sa maison avec le bicarbonate, le vinaigre et le citron, ça marche très bien. Très, très bien. Oui, parce que sur les huiles essentielles, il y a par exemple l'huile essentielle de lavande qu'on met beaucoup sur la tête des enfants pour éviter les poux, mais qui est aussi un produit qui est nocif en fait. Alors, l'huile essentielle de lavande vraie, la lavande fine, Lavandula angustifolia, elle est 100%, elle est recommandée pour tous. Il n'y a pas de problème de sensibilisation particulière avec l'huile essentielle de lavande vraie, la lavande vraie en particulier. Cette lavande-là, vous pouvez l'utiliser même chez les jeunes enfants, à partir de 3 ans quand même. Et puis, on va l'éviter peut-être pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Et encore, ce sont vraiment que des principes de précaution parce que l'huile essentielle de lavande-là, elle est vraiment très, très... Ça fait partie d'une des rares huiles essentielles qu'on peut utiliser même pure, sans être... Voilà. Donc, ouais. Mais par contre, si vous commencez à vouloir des odeurs de cannelle, n'allez pas mettre de l'huile essentielle de cannelle dans votre lessive maison parce que l'huile essentielle de cannelle est hyper allergisante, hyper agressive. Faut pas la faire tomber pure sur la peau parce qu'elle peut vous brûler. Ouais, non, faut pas s'amuser avec les huiles essentielles. Mais la lavande, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, parce que l'orange douce. Je pense qu'il faut vraiment faire attention parce qu'il y a aussi tout un discours depuis quelques années sur la nature nous ferait du bien, mais il y a quand même des choses dans la nature, des produits naturels qui peuvent nous rendre malades et qui peuvent nous faire du mal aussi. Exactement, mais comme on dit, c'est dans la dose qu'on a le poison. Tout est une question de dosage. À petite dose, il y a certains produits qui sont très bons. À forte dose, ça devient du poison. Donc, il faut faire attention. Tout est une question de dosage et de raison, en fait. Il faut être modéré dans tout et bien se renseigner avant de se lancer dans des recettes de fait maison. Bien se renseigner sur ce qui est faisable ou pas. On ne peut pas faire la même chose avec une huile essentielle d'orange douce, de lavande ou même de pamplemousse. Et encore, pamplemousse, c'est photoallergisant. Oui. Donc, avec une huile essentielle de lavande et d'orange, on ne peut pas faire la même chose qu'avec une huile essentielle de sauge ou de cannelle ou d'eucalyptus. Il y a certains eucalyptus qui sont pas très, très bons non plus pour les enfants. Voilà, donc il faut pas se lancer dans des compositions comme ça à l'arrache, il faut vraiment bien se renseigner avant. Et si on peut, si on a des doutes ou si on a un terrain très, très sensible, on élimine les huiles essentielles des compositions qu'on réalise. Mais parce qu'elles sont juste là pour les odeurs ou ouais, alors ça dépend. Les huiles essentielles, elles sont bactéricides, elles ont des propriétés sur la santé, elles agissent sur l'organisme. Donc, on peut les utiliser pour leurs actions particulières pour l'organisme, pour la santé. Par exemple, le Ravinsar, si vous avez un rhume, c'est super parce qu'elle est antivirale, donc elle va tout de suite soulager, etc. Donc, on peut les utiliser pour ça. Mais dans les cosmétiques faits maison, et non, pas les cosmétiques faits maison, on va dire dans les produits d'entretien faits maison, elles sont davantage utilisées pour l'odeur, pour le parfum. Si on ne sent pas. Le cosmétique fait maison, non, on va utiliser l'huile essentielle pour ses propriétés justement régénérantes, anti-rides, antioxydantes, etc. Donc c'est pas la même chose. C'est pas pour l'odeur justement.
Mais il faut connaître. Et si on ne connaît pas trop, si on hésite, eh ben, on fait juste des produits cosmétiques à base d'huile végétale et d'eau florale. Ils sont déjà super. Pas besoin d'en rajouter. Et quand on maîtrisera un peu mieux le sujet, ou si on se renseigne un peu, on peut après intégrer une ou deux huiles essentielles, toujours à dose modérée. Jamais plus de, enfin, ça dépend ce que vous voulez faire, mais jamais plus de 5%, quoi, du produit. Bon, bah, c'est bien. Merci pour toutes ces informations. Donc, il y a quelqu'un qui nous posait une question sur les doses acceptables pour les produits. Est-ce qu'il y a des doses acceptables pour ces produits ou juste leur utilisation affecte notre santé? On en a parlé un petit peu, enfin, on en a parlé au début. En fait, c'est l'effet cocktail, hein, comme je disais, c'est-à-dire que pris individuellement, tous les perturbateurs endocriniens et ces conservateurs qui sont utilisés sont légaux et sont assimilables sans problème par l'organisme. Mais c'est l'effet cocktail, c'est-à-dire que vous allez utiliser un dentifrice dans lequel il y a des conservateurs, la dose, elle est bien. On va se laver les dents avec le dentifrice. Mais on va quand même commencer à avoir ces perturbateurs endocriniens qui vont être présents dans le corps. Derrière, on utilise une crème hydratante, hop, reperturbateur, donc on augmente la dose. Puis, on va utiliser un fond de teint, hop, on augmente la dose. Derrière, on utilise, je sais pas, moi, une crème coiffante, hop, on va augmenter la dose. Et en fait, c'est toutes ces doses-là cumulées qui font qu'on arrive non seulement à avoir des doses qui vont dépasser le plancher autorisé, mais en plus, des perturbateurs endocriniens qui vont être conjugués, pas la même nature, mais conjugués. Et c'est ça qui est difficile avec les perturbateurs endocriniens, c'est que des fois, ce sont des effets conjugués de deux perturbateurs à quantité infinitésimale qui vont avoir cet effet cocktail détonnant et qui vont avoir cet effet néfaste pour la santé. Mais malheureusement, on n'arrive pas encore trop à savoir quelle combinaison est vraiment mauvaise. Donc, il y a plein d'études de fait, mais il y a tellement de combinaisons possibles que pour l'instant, les chercheurs n'arrivent pas à avoir une liste exhaustive de ce qu'il faudrait vraiment éviter pour avoir cet effet détonnant sur le système endocrinien et sur la thyroïde et sur la reproductibilité, etc. Donc, il vaut mieux essayer de limiter l'utilisation de ces produits-là que de les supprimer totalement ou de les cumuler comme ça. C'est cet effet cumulatif qui est embêtant. Alors, une dernière question, et puis après, on va passer à la chimie. À la chimie, je ne sais pas comment tu appelles ça, parce que c'est quand même... Oui, il n'y a pas de produit chimique, mais c'est quand même... ou alors c'est de l'alchimie, je ne sais pas, mais quand tu réalises un produit comme ça, Non. Alors, ça dépend. Non, moi, j'appelle ça la cosméto homemade. D'accord. Non, ça reste de la chimie, hein. Tout est chimique de toute façon. Il y a certains produits du quotidien, si je vous dis son nom chimique, vous allez me dire, ah là là, cochonnerie, machin, et en fait, c'est un truc complètement bête qu'on utilise tous les jours, hein. Ne serait-ce que l'eau qu'on boit, ça reste un produit chimique. C'est une combinaison d'oxygène et d'hydrogène. C'est un produit chimique. Tout est produit chimique. Mais la chose, c'est d'essayer de pas utiliser ceux qui peuvent avoir un impact sur la santé, que ce soit cumulatif ou néfaste, quoi. Alors, il y a une question sur les vernis semi-permanents bio. Ouais. Est-ce que tu en connais? Est-ce qu'il y en a que tu recommandes ou pas? Alors, les vernis bio, les vernis à ongles standards, ça, c'est de la cochonnerie, malheureusement. Les trois quarts, ils sont blindés de conservateurs et de perturbateurs endocriniens. C'est assez compliqué de trouver un vernis à ongles safe. Et c'est pour ça qu'il faut toujours bien penser, quand vous faites vos ongles, à mettre une sous-couche protectrice pour éviter qu'il y ait trop d'absorption du produit par l'ongle. Donc, mettez toujours bien un vernis protecteur. Et essayez d'aller vers les produits bio. Je sais que les produits bio, les vernis bio, moi, je les connais pas vraiment parce que j'ai pas eu l'occasion. Tu peux pas tout connaître non plus. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de les étudier encore. Je sais juste que dans les vernis standards, c'est pas bon. Enfin, ils sont pas bons du tout. Les trois quarts sont vraiment pas bons, voire les 4/5. Mais les vernis à ongles bio ont cet avantage d'avoir vraiment cette composition plus regardante au niveau des produits qu'ils utilisent pour pouvoir faire les couleurs, etc. Ils évitent d'utiliser trop de pigments controversés et ils essayent de privilégier les pigments naturels qui sont safe. Donc, essayez toujours quand même de vous tourner vers les vernis bio de préférence. Après, en elles-mêmes, les marques bio, je les connais pas comme ça. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion de les étudier une par une. Mais quoi qu'il en soit, le vernis en bio,
c'est ce qu'il y a de mieux. Et pendant la grossesse et même pendant le parcours PMA, il faut absolument essayer d'éliminer l'utilisation du vernis à ongles. Ou, si vraiment vous ne voulez pas vous en passer, le vernis à ongles bio. Qui plus est, quand ils sont semi-permanents, c'est encore pire. Donc, utilisez bien les vernis bio pendant la grossesse ou le parcours PMA. Parce que vraiment, le vernis à ongles, c'est ce qu'il y a de plus chargé en cochonnerie. Ça, avec les parfums, tout ce qui est parfum, produits parfumés. Derrière, il y a un produit, par contre, que vous pouvez utiliser sans trop de soucis, parce que c'est là où il y a le moins de perturbateurs endocriniens, c'est le mascara. Ça, le mascara, et comme ce sont des produits qui se conservent assez bien, qui sont assez épais, etc., il y a peu de conservateurs problématiques à l'intérieur, donc ça pose pas de soucis, les mascaras. Donc, vous pouvez continuer à utiliser votre mascara habituel et tout. Mais le vernis à ongles, faut éviter. Si on peut se passer pendant la grossesse, c'est mieux. Et pendant le parcours PMA, encore plus. Parce que vraiment, tout est absorbé directement par l'ongle et c'est pendant un petit moment. Hein. On ne change pas de vernis à ongles toutes les 5 minutes. Donc, c'est une dose continue de cochonnerie sur le corps. Alors, après, on arrête, mais là, les vernis bio de chez Manucurist Green, j'en entends beaucoup parler et dans l'Institut esthétique où je vais, ils se mettent à cette marque car dans cet institut, il n'y a que des produits bio ou presque. Ça se fait petit à petit. D'accord. Bon, super. Merci pour l'info. C'est Manucurist Green, je vais aller voir après. Manucurist Green. Manucurist Green. Ok. Je vais aller voir après. Alors, donc là, on va passer à la deuxième partie. Ouais, on va faire le bonheur. Merci vraiment, c'est très intéressant tout ce que tu nous as présenté. Et là, donc voilà. Alors, je te laisse faire. Je vais enlever ma. Alors là. On retourne à la caméra. Vous n'allez pas voir ma tête, c'est pas grave. Ah non, on la met bien. Voilà. Donc en fait, on va. On va fabriquer un baume à lèvres. Donc vous allez voir que c'est super facile en fait de faire son propre baume à lèvres et ça évitera d'ingérer toutes les cochonneries qu'on peut trouver dans les grandes marques qu'on peut connaître. Hein. Et c'est vraiment super rapide à faire. Il faut juste avoir conscience que un baume à lèvres, bon, si c'est simple à réaliser, il faut quand même respecter les proportions, notamment celles que je vais vous indiquer, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il soit suffisamment ferme pour pouvoir tenir, pas fondre ou s'écraser quand vous l'appliquez. En même temps, avoir une certaine tendreté pour qu'il soit agréable à utiliser. Et en même temps, avoir un certain confort à l'utilisation avec un effet hydratant, protecteur, etc. Donc, ça vient de la proportion de composants qu'on va utiliser. Pour faire un baume à lèvres, on va être quasiment toujours obligé d'utiliser de la cire végétale. Donc, il y a des cires qui sont plus ou moins dures, plus ou moins tendres. Donc là, la proportion de cire que j'ai utilisée, elle convient tout à fait pour un baume à lèvres, à la fois protecteur, à la fois confortable, qui va tenir aussi et qui va avoir ce confort à l'application et apporter. Voilà, donc, qu'est-ce que j'utilise pour faire le baume à lèvres? Déjà, je vous dis juste, c'est une recette que j'ai prise dans mon bouquin. Voilà, donc je ne me suis pas embêtée à en créer une spécialement parce que celle-ci, c'est celle que je préfère. D'accord. Donc, je me suis dit, elle est dans mon bouquin, et ben voilà, je vais la refaire en direct avec vous et vous allez voir à quel point c'est facile. Et puis, c'est vraiment la recette que je préfère en termes de baume à lèvres. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir du beurre de karité. Alors, le beurre de karité, c'est un beurre, comme son nom l'indique. Donc, il est à la fois solide et à la fois, il s'étale très bien. Il est très hydratant, très nourrissant. Et il va permettre d'avoir cette onctuosité dans le baume à lèvres qui va donner le confort à l'application. On va utiliser de la cire également de colza. Alors, la cire de colza, vous voyez, c'est avec ça, on peut faire des bougies avec ça. C'est une matière solide végétale qui va donner au stick sa dureté. Mais dureté qu'on va augmenter quand même pour éviter que le stick ne fonde dès qu'il y a des fortes chaleurs avec ceci, la cire de carnauba. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a différentes cires avec différentes températures de fonte et différentes duretés. La cire de carnauba, c'est celle qui va faire que votre stick à lèvres va durer longtemps et ne va pas fondre au premier coup de chaleur. Donc, moi, j'utilise ces 3 matières grasses solides pour donner sa texture au baume. À celle-ci, j'ajouterai
Pour le côté hydratant, nutritif, protecteur, l'huile d'avocat, qui est une huile qui est super intéressante pour les peaux sèches notamment. C'est une huile hyper protectrice et en même temps assez fluide, comme vous pouvez le voir. Elle est assez fluide et elle est super pour faire les baumes à lèvres, l'huile d'avocat. Parce qu'elle va nourrir et en même temps, elle va apporter de la tendresse au baume et une facilité à l'application, un côté un peu plus, comment on peut dire, sensoriel à l'application. Et je rajoute une huile de ricin. Alors, l'huile de ricin, elle est super visqueuse. On ne voit pas trop. Elle est super visqueuse. Elle est très... Voilà. Et elle va apporter le côté un petit peu glossy, le côté un petit peu brillant du baume à lèvres, qui peut être sympa aussi. Et le confort à l'utilisation, parce que du coup, elle va permettre au baume de glisser, d'être plus confortable. Voilà. Pour la conservation, comme je le disais, on n'a pas de phase aqueuse. Donc, on n'a pas besoin de conservateur. On va juste utiliser quelques gouttes de vitamine E. La vitamine E, c'est un antioxydant et ça va permettre aux huiles de ne pas rancir. Même si les huiles que j'utilise là sont assez résistantes à l'oxydation, ça va permettre de conserver le baume à lèvres. On va en mettre 1 ou 2 gouttes. C'est juste pour la conservation des huiles végétales et pour la couleur et puis le côté sympa du cacao. Parce qu'on va faire les baumes à lèvres au chocolat. Alors, quand vous allez l'appliquer, ça va donner un petit reflet un peu sympa au baume à lèvres. Et en même temps, ça va amener le parfum, la couleur, l'odeur gourmande du chocolat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire son baume à lèvres? Tout simplement, on va tout mélanger. Et on va faire fondre au bain-marie toutes les cires et les huiles végétales entre elles. Donc, le beurre de karité, j'en utilise 4 grammes. 4 grammes de beurre de karité. Hop. L'huile de colza, c'est 4 grammes aussi. Je vérifie en même temps. Hop. Je mets ça dans un petit récipient. Je mélange tout. La cire de carnauba. Hop. Oui, elle est en poudre ou c'est des paillettes comme des... Alors, la cire de carnauba, elle est très très dure. C'est une cire super dure. Ah, donc, elle est vendue sous forme de paillettes comme ceci. Okay. Parce que sinon, elle serait super compliquée à casser. Et c'est ce qui fait c'est la de texture du baume. Hein. C'est ce qui permet au baume de tenir plus longtemps et de pas fondre trop vite. Okay. Donc, voilà. Et je rajoute tout simplement mon huile d'avocat. Je sais pas si vous voyez. Ouais. J'ai un peu la main devant, désolée. Mais voilà, je rajoute mon huile d'avocat. Donc, l'huile d'avocat, on en met 3 grammes. Donc, pour les mesurer, là, il faut que je pense que les personnes qui sont intéressées pour se lancer là-dedans, qu'elles aient une balance un peu de précision, parce que là, c'est entre 4 grammes, 2 grammes, 3 grammes, tout ça, c'est de la précision. Alors, il faut que vous ayez une petite balance de précision qui pèse au gramme près. Ouais. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est ça. Alors, moi, j'ai mon autre grosse balance, hein, mais ce que j'utilise, vous voyez, ce sont des petites balances qu'on trouve pour peser les chaînes en or, les bijoux. Ah oui, d'accord. Et ça va très bien quand on fait des petites préparations cosmétiques où il y a des tout petits poids à peser. C'est pratique comme tout. Alors, hop, l'huile de ricin. Voilà, et c'est tout. Donc, je mélange mes beurres et mes 2 huiles. Hop. J'ai tout mélangé ensemble et je pose ça au bain-marie. Il faut que ça fonde. D'accord. Tout simplement. Et là, on a quasiment terminé le baume à lèvres. Ah oui. Voilà. Moi, je me dis, oh là là, ça va être compliqué, tout ça, mais... Tu attends que ça fonde. Derrière, on rajoute 2 gouttes de vitamine E, pas plus, parce que c'est très efficace. Du cacao pour la couleur, donc pas énormément, hein, une moitié de petite cuillère à café, ça ira très très bien. Et ensuite, une fois que ça sera fondu, on remuera bien, on mélangera tout, et on n'aura plus qu'à les verser dans des contenants de ce type-là. Alors, soit, si vous voulez faire un baume à lèvres appliqué avec le doigt, un petit pot comme ça en alu, transportable de partout, ou alors, voilà, des petits tubes comme ça. Ah oui, ça existe. Alors, ceux-là, j'ai trouvé chez Aromazone, mais on en trouve un peu partout. Maintenant, ça coûte rien. Et hop, il suffit de déboucher, de verser à l'intérieur l'huile, le beurre, et terminé. Et après, on n'a plus qu'à tourner comme ceci et on a de baume
Et tu n'as pas besoin, par exemple, de le mettre au frais pour que ça durcisse? Non, ça durcit tout seul. Oui, alors, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a terminé la synthèse, la réalisation du baume, on verse à l'intérieur. On peut le mettre au frigo pendant 24 heures, le temps qu'il durcisse bien. Et après, on peut l'utiliser. On peut aussi, pendant 24 heures, le laisser à température ambiante. Puis après, le remettre 12 heures au frigo pour qu'il soit bien, bien dur avant l'utilisation. Mais voilà. D'accord. Donc voilà. Donc là, on attend que ça fonde. Alors, si vous avez 2-3 questions, on attend. Parce que là, ça fond tranquillement. Faire mieux pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il y avait une question, mais je pense qu'on y avait un petit peu répondu tout à l'heure, mais on peut peut-être sur la question des labels dans lesquels on peut avoir confiance. Ça, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, et c'est vrai que c'est pas tant le label, mais c'est plutôt... Bah si, parce que normalement, il y a des labels quand même qui sont contrôlés par des labos, enfin des contrôleurs officiels. Parce que... Voilà, ouais. Les labels bio, bon, ils ont l'avantage d'être... de ne pas être attribué comme ça à la sauvette, à la va-vite. C'est très contrôlé, tant au niveau du processus de réalisation du produit que des ingrédients utilisés. Il y a certains labels éco-responsables qui vont aller jusqu'à contrôler la façon dont a été élaboré le produit qu'on utilise en matière première. C'est-à-dire que c'est un problème sur la moindre perturbation environnementale sur la mise en œuvre pour l'obtention d'une matière première, eh ben, le label sera pas attribué. Donc, c'est l'avantage du produit bio, c'est que le label bio, il est très, très compliqué à obtenir. Donc, quand il est sur un emballage, c'est qu'on peut y aller les yeux fermés, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui redemande les grammages des différentes huiles. Le grammage pour la cire de carnauba et l'huile de ricin. Alors, je vais répéter pour les ingrédients. Donc, il vous faudra 4 grammes de beurre de karité. Alors, attends, je vais essayer de me rééloigner. Qu'on te voit. Attends. Je vais essayer de me remonter, ce sera plus sympa si on se parle face à face. Voilà, comme ça. Donc, il vous faut 4 grammes de beurre de karité, 4 grammes de cire de colza, 3 grammes d'huile végétale d'avocat, 3 grammes d'huile végétale de ricin, 2 grammes de cire de carnauba. À côté, vous pourrez ajouter pour la conservation 2 gouttes de vitamine E. Et moi, je mets à peu près 1,5 g, ce qui fait une moitié de cuillère à café de cacao en poudre pour la couleur, pour l'odeur, pour le parfum aussi, parce que c'est sympa quand on le met sur les lèvres. Et donc, le mode opératoire, je le rappelle, tout simplement, vous pesez vos cires et vos huiles végétales avec une petite balance de ce type-là, une petite balance de précision ou une balance qui pèse au gramme près. Vous pesez toutes les cires avec les beurres, vous pesez le cacao et les huiles et vous mettez tout ça au bain-marie. Vous attendez que ça fonde et une fois que c'est fondu, vous retirez du feu, vous rajoutez les 2 gouttes de vitamine E, le cacao en poudre. Alors après, le cacao en poudre, vous pouvez aussi le mettre en amont, hein, qui fonde avec les cires et les beurres. Bon, je ne l'ai pas fait, mais c'est possible. Et une fois que tout est fondu, vous mélangez bien et vous le coulez tout simplement dans vos contenants. Donc, soit les petits contenants type pot en alu ou les contenants type baume, comment on appelle ça? Stick à lèvres. Oui. Ils appellent ça stick à lèvres, voilà. Lip balm stick, voilà. Que vous trouvez de partout, hein. Ceux-là, j'ai dû les acheter chez Onaterra et ceux-là chez Aromazone. Enfin, il y a plein même dans les magasins bio maintenant, ils en vendent des contenants. On en trouve très facilement dans les magasins bio. Donc ça, c'est super parce que ça se popularise de plus en plus, la cosmétique faite maison. Et donc, on trouve de plus en plus d'ingrédients dans les magasins bio et on n'a plus besoin de commander sur Internet. On peut voir les produits en direct et on peut aussi acheter des produits qui sont locaux, hein, du coup. Moi, je sais que chez moi, il y a beaucoup d'huile de noix et c'est super de pouvoir en trouver à côté de chez moi. Comme ça, j'ai pas besoin d'en commander. Après, si vous voulez pas vous embêter à acheter tous les produits, j'ai trouvé ça. Alors ça, j'utilise ça avec mes gosses, mais on s'éclate. C'est ça, c'est des bases de chez Aromazone, des bases de stick à lèvres, melt and pour. C'est-à-dire que c'est une base qui est déjà toute prête. Ah oui, d'accord. Avec que des produits clean, hein, dedans, beurre, cire, huile végétale. Vous avez juste à prélever 2-3 petites cuillères,
faire fondre au bain-marie comme je suis en train de le faire, sauf que le mélange, il est déjà fait. Dedans, vous pouvez mettre des couleurs. Et vous avez des colorants comme ceci. Un colorant rouge grenadine, par exemple. Et puis, des parfums. Donc, vous avez des fragrances cosmétiques qui sont tout à fait de composition tout à fait safe, comme celle-ci. Et donc, ça vous fait un baume à lèvres coloré parfumé sans vous embêter. D'accord. Et vraiment vous lancer, vous pouvez faire le baume à lèvres que je viens de vous dire, avec la recette que je viens de vous dire. Vous ne mettez pas de cacao et à la place, vous mettez quelques gouttes de colorant rouge, quelques gouttes de fragrance. Et puis voilà, sur cette base-là, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Non, mais ce sera un produit 100% à l'innocuité totale, quoi. 100% inoffensif, pas de perturbateur endocrinien, pas de saleté. Regardez, on y est presque. Je vais brûler. Essayez de pas me brûler. Voilà, on a fondu. D'accord. Donc, l'huile d'avocat fait qu'on a une base un petit peu verte qu'on va compenser en mettant le cacao. Alors, attendez, je vais rebaisser ma caméra pour que vous puissiez voir. Enfin, ma caméra. La tablette, voilà. On va faire ça comme ça. C'est vraiment du homemade, là aussi. Hein. Voilà. C'est très bien. On a tout fait fondre. On va rajouter un peu, du coup, de cacao. Donc, vous voyez, je vais y aller avec parcimonie. Je mets l'équivalent d'une demi-cuillère à café. J'y vais au visu, hein. C'est pas un ingrédient essentiel, c'est juste vraiment pour la couleur et pour l'odeur et pour le parfum. Je le remélange bien. Donc, en termes de matériel, il vous faudra quoi? De quoi faire un bain-marie. Donc, moi, j'ai ma petite planche technique, là, mais vous faites un bain-marie d'un bas de cuisine hein, avec une casserole, comme vous avez l'habitude de faire quand vous faites du chocolat. Ça va très, très bien. Donc, de quoi faire un bain-marie. Des petits pots comme ça pour mettre vos ingrédients. Petite cuillère et terminé. Hein. Oui, moi, je suis impressionnée parce que je me fais toujours une montagne de tout ça. Ah ouais. Ouais, de te voir faire, je trouve que ça donne envie de prendre le temps de faire des choses comme ça. Mais... Et puis, tu vois, le temps, finalement, là, on papote, on a mis quoi? 10 minutes, même pas? Oui. Alors après, si vous voulez pas en mettre de partout, bah, vous pouvez toujours vous servir des petites pipettes. Hein. On en trouve dans les magasins bio maintenant ou en ligne. Hein. Vous en avez de partout. Et à la pipette, hop, on transvase dans le contenant. Voilà. Et avec la quantité là que je vous ai indiquée, vous pouvez faire 2 baumes à lèvres. D'accord. Voilà. On transvase comme ça. Bon, ça prend la vie des rats, je vais le couler direct, quoi. Alors, il y a une question sur les huiles essentielles et leur mode d'extraction qui se fait à l'aide des solvants organiques qui sont toxiques. Donc, comment on peut éviter leur présence dans les huiles? Eh ben, il suffit d'acheter du bio. D'accord. Parce que là, le label garantit le mode d'extraction, c'est ça? Voilà. Ouais. En bio, en général, vous n'avez pas de souci. Hein. Pas de souci particulier avec le mode d'extraction. Si l'huile essentielle bio, vous pouvez être sûr qu'à l'intérieur, il n'y aura pas ce genre de solvant problématique. Hop, j'ai rempli mon premier petit stick. Ouais, vous allez vers du bio. De toute façon, c'est malheureux à dire, mais si vous allez vers les produits labellisés bio, vous vous affranchissez d'un bon nombre de soucis. Hein. Ils sont tellement, comme je le disais tout à l'heure, ils sont tellement contrôlés, contrôlés que vous êtes sûr de pas. Ça commence déjà à durcir là. Ça commence déjà à durcir, ouais, parce que j'en ai moins dans mon contenant. Hop. Donc, ce que je peux faire, c'est soit le remettre un petit coup, soit, je vais juste secouer comme ça. Hop. Et donc là, ça fait quoi comme couleur? Parce que si on le met sur les lèvres, ça fait couleur cacao ou ça fait une autre couleur? C'est pas vraiment cacao, regarde. Ça va faire, bon, déjà, ça fait juste une petite couleur. En fait, ça va juste accentuer la couleur naturelle de la lèvre. D'accord.
Ça va pas mettre vraiment de couleur. Ok. Ça va donner un petit reflet un peu plus foncé que la lèvre naturelle. Ça va mettre juste en avant vraiment la couleur de la lèvre. Regarde, je vais remettre un petit peu le contenant au bain-marie. Parce que quand il y en a moins, c'est... Hop là, je remets mon contenant au bain-marie. Comme ça, je pourrais finir de couler dans mon petit pot. Alors, il y a quelqu'un qui demande qu'on redonne le nom de ton site et des livres que tu as écrits, Sophie. Ouais, d'accord, c'est gentil, hein. Merci de votre intérêt déjà. Donc, mon site, une chaîne YouTube qui s'appelle Aromatica, Aromatika, où je ne partage pas régulièrement des choses, mais sur lequel il y a quand même des tutoriels un peu sympas, notamment en saponification à froid, si vous voulez vous lancer pour faire vos propres savons. Sinon, je partage beaucoup, pour ainsi dire, je partage quotidiennement des recettes, des astuces et des tutos sur mon Instagram, Sophie Ortiz. Et sinon, bah, vous avez mes livres. Donc, je fais mes savons. Alors, attendez. Voilà. Moi, je les avais trouvés quand le deuxième était sorti. Ouais, celui-là, je l'avais trouvé chez Cultura. Voilà, donc je fabrique mes cosmétiques solides aux éditions Marie-Claire. Donc, c'est tout aux éditions Marie-Claire. Je fabrique mes cosmétiques solides, je fais mes savons faits maison et je fais mes cosmétiques. Alors, je sais plus si je fais. Ah là là, tiens. Si je... Tu ne connais plus le nom de ton petit... Oui, je sais plus si je fais ou je fabrique ou je réalise mes cosmétiques naturels. Alors, attends, je reviens, ils sont juste à côté. Juste, je les prends en évitant de tout casser. Alors, si vous avez encore d'autres questions, bah, vous pouvez les poser par écrit. Et puis, parce qu'on va bientôt terminer cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez pu aussi apprendre plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses et je me dis que c'est très facile, en fait. Comme moi, je suis vraiment très mauvaise commerciale. Donc, il y a mes savons faits maison. Ouais. Qui permettent vraiment de réaliser soi-même à la maison ces savons homemade par la méthode de saponification à froid. Alors, dedans, vraiment, hein, j'ai essayé de faire ça de façon exhaustive. C'est-à-dire que vous avez tout. Hein. Il y a certains lecteurs qui m'ont dit c'est ma Bible maintenant parce que j'ai vraiment tout mis pour savoir faire son savon. J'ai essayé de tout intégrer, que ce soit les huiles végétales, les additifs, les huiles essentielles pour parfum, tout. Donc ça, vraiment, c'est pour les savons faits maison en particulier. D'accord. Donc ça, c'est le premier bouquin que j'avais sorti. Voilà, c'est Je fais mes cosmétiques. Donc ça, c'est un livre que j'ai sorti avec Santifolia et qui permet voilà, de faire vraiment plein de cosmétiques qu'on utilise au quotidien avec les huiles végétales et les eaux florales sans huiles essentielles. Donc, c'est super intéressant. Vous avez un terrain un peu sensible, etc. Donc, ça va du baume de soin à l'eucalyptus de type eau précieuse, en passant par les après-shampoings, les shampoings, les crèmes. Ah oui, j'ai vu les gels minceurs. C'est possible, ça, les gels minceurs? D'accord. Ouais, il y a certaines huiles végétales qui ont un effet drainant et un effet sur la circulation qui peut être intéressant. Des gommages pour le corps, vous voyez, beurre corporel, enfin voilà. Ça, c'est que avec les huiles végétales et les eaux florales. Et vous avez, je fabrique mes cosmétiques solides, qui là vraiment est centré sur la cosmétique solide à proprement dit. Donc, il n'y a pas d'émulsion, c'est juste à base de cire, de beurre et d'huile végétale, où on retrouve des recettes, vous voyez, par exemple, des galets de massage chauffant, des cires à moustache pour les papas, les soins pour les cheveux, des masques pour les cheveux aussi, des galets pour les peaux grasses, des gommages, des crèmes. Bien sûr, vous avez le classique dentifrice solide. Celui-là, il m'intéresse, celui-là. Mon anti-cerne aussi, ça marche vraiment bien. Vous avez le dentifrice solide, les sérums purifiants, les shampoings solides, les blocs démaquillants solides, enfin, vraiment tout ce qu'on peut trouver, voilà. Déodorant, dentifrice, tout ce qu'on peut trouver en version traditionnelle, semi-liquide, je dirais, on les retrouve en version solide. Dentifrice. Voilà, il y a le dentifrice en poudre même. Ça, c'est pas mal. Plus facile à utiliser, notamment si vous avez des enfants. Bref, voilà.
Et puis après, il y avait il y a une version poche des savons faits maison. D'accord. Il y a un peu moins de recettes, mais qui reprend l'essentiel pour fabriquer ses propres savons à la maison. Voilà. Alors, merci pour toutes ces informations, Sophie. Alors, il y a quelqu'un qui te demande quel adjuvant tu utilises dans tes produits. Je ne sais pas ce que c'est un adjuvant, moi. Alors, ça dépend, oui. Ça dépend des adjuvants. Alors, si tu veux parler des conservateurs, alors si c'est ça que tu appelles l'adjuvant, je suppose que ça doit être ça. Ça doit être le conservateur. Donc, le conservateur qui est le plus utilisé quand on fabrique des cosmétiques à base d'eau florale, donc dans lesquels il va y avoir une phase aqueuse, c'est l'huile de pépins de pamplemousse. Donc ça, c'est un super conservateur naturel. L'huile de pépins de pamplemousse qui est utilisée par quasiment toutes les personnes qui font de la cosméto de med. Et quand je n'ai pas de phase aqueuse, j'utilise la vitamine E. La vitamine E qui permet de conserver toute préparation à base de beurre, d'huile végétale, de cire. D'accord. Voilà, c'est ça que j'utilise. Après, adjuvant, c'est large. Hein. L'adjuvant, ça peut être tout ce qui apporte une connotation parfumée ou colorée à un produit cosmétique. Donc, quand je veux colorer, moi, j'utilise souvent les poudres de plantes. Hein. J'en ai partout, par exemple. Quand je veux faire un savon coloré, là, vous voyez, j'ai mes infusions de rhubarbe. Parce que la rhubarbe, ça fait des savons, super jolis savons rouges. Donc, moi, j'utilise les extraits de plantes pour colorer. Et pour parfumer, j'ai les huiles essentielles. Formation d'aromathérapeute et donc je les connais bien. Donc voilà, parce que je rappelle que les huiles essentielles, il faut quand même être vachement prudent sur leur utilisation parce que ce sont des éléments très, 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 très allergisants. Voilà, il faut faire très attention à leur utilisation. Il ne faut pas les utiliser comme ça à la légère, sans les connaître. Bon. Je ne sais pas s'il y a moins de réseau dans ton petit coin là-bas avec. Ah voilà, donc j'ai un coup. Ah Sophie, on t'a perdu. On te perd, Sophie. Ah, vous ne voyez plus? Ça bouge plus, c'est coincé. Vous ne voyez plus? Vous m'entendez? Je t'entends, mais ça bloque. Ouais, je dois avoir des problèmes parce que c'est pareil. Je te vois en mode figé. Ah, ça y est, ça revient. Je sais pas si ça marche. Oui, là, on t'entend, oui. Ça y est, bon. Voilà, donc je disais que j'avais de couler mon petit baume à lèvres dans le contenant et dans celui-ci également. Donc, vous voyez, avec les quantités que je vous ai données, vous pouvez faire 2 baumes à lèvres. Voilà, donc là, au chocolat. Ce que je vais faire, c'est que maintenant que je les ai coulés dans leur petit pot, je vais les mettre au frais, au frigo pendant 24 heures. Enfin, nuit 12 heures, ça va à 12 heures. Et puis après, je vais les laisser durcir gentiment et je vais pouvoir les utiliser d'ici 24-48 heures. Voilà. Et donc, en moins de 10 minutes, on a fabriqué des baumes à lèvres super safe. Et vous allez voir que si vous essayez la recette, vous verrez, elle est super. Ça s'étale bien, ça tient bien, c'est confortable à l'utilisation, puis ça nourrit avec l'huile végétale d'avocat. Et ça protège bien des agressions extérieures, sachant que là, il commence à faire un peu plus frais. C'est important de protéger ses lèvres aussi, parce que les lèvres, c'est une zone avec le contour des yeux qui n'a pas vraiment de matière à se protéger toute seule. Donc, important, les baumes à lèvres. Alors, il y a une personne, je crois que c'est quelqu'un qui est étudiant, parce que j'avais eu un mail hier, qui voulait avoir ton email. Mais bon, je sais pas, je pense qu'il peut te contacter via ta chaîne YouTube. Ouais, ou mon Insta. Voilà, via Insta, donc Sophie Ortiz. Voilà. Et sur Instagram, sophie.ortiz-cosméto, sophieortiz.cosméto. Sur mon Instagram, vous pouvez m'envoyer un message, je réponds. Je réponds à tous les messages qu'on m'envoie. Voilà. Un peu qu'ils ne les mettent pas mais je réponds à tous les messages qu'on m'envoie. Bon, merci, hein, les gens te remercient. Sur Instagram, j'y vais quotidiennement, donc vous pouvez y aller. Hein. On est un peu décalé, Sophie. Ça vous voit plus. Mais bon, en tous les cas, les gens te remercient. Vers chez moi, il pleut, je pense que ça vient.
Dès qu'il pleut, on ne reçoit plus rien. Oui, oui, ça fait ça aussi chez moi. Il y a des moments, quand il pleut trop, il n'y a plus de réseau. C'est moderne, mais ça ne marche plus avec la pluie. Donc... Sophie, je te remercie beaucoup. Ouais, là, je t'entends. Merci à tous ceux qui m'auront suivi le live. Et puis, j'espère que ça fait un peu à la lèvre. Oui, c'était vraiment super. Je ne sais pas si ça va couper ou pas, parce que je ne vous entends plus. On va couper, Sophie, mais on peut te retrouver voilà, sur ta chaîne YouTube ou sur ton compte Instagram. Et c'est vrai qu'il y a plein d'informations et c'est super. Merci. Voilà. Bon, bah, merci pour ce moment sympa. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Hein, si vous en avez sur l'Insta, j'y vais tous les jours. Voilà. Merci, Sophie. Ça y est, je vous revois. Au revoir. Merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette présentation. Je profite quand même pour